Début de la narration. Ton réfléchi et grave. En 1898, après des années de luttes acharnées, le dernier souffle de la résistance organisée dans le nord de la Côte d'Ivoire s'éteint. Le silence qui s'ensuit n'est pas celui de la paix, mais celui de l'épuisement. Le pays est en ruine, les villages sont meurtris, mais au milieu des cendres, l'esprit, lui, reste indomptable. Partout, des Baoulés aux Agnis, en passant par les Sénoufos et bien d'autres peuples, on observe, avec un mélange de crainte et de défi, cette nouvelle puissance qui s'installe. La France, désormais maîtresse des lieux, commence à imposer son ordre. Ce n'est plus seulement une question de fusils et de canons. La conquête devient plus profonde, plus insidieuse. Le territoire est redessiné. Des frontières arbitraires sont tracées, séparant des familles, des alliances ancestrales. Les terres, autrefois propriété collective des communautés, sont réquisitionnées, redistribuées. Un nouveau système s'abat sur la population, l'impôt. Payer en argent ou en nature devient une obligation, une manière de financer la machine coloniale qui vient de vous asservir. Les routes commerciales, les fleuves, les pistes, tout est désormais sous contrôle français. Les échanges qui fleurissaient depuis des siècles sont détournés, réorientés vers les intérêts de la métropole. La conquête militaire se transforme peu à peu en une conquête des esprits. Pour asseoir sa domination, l'administration coloniale s'attaque aux symboles du pouvoir traditionnel. Les trônes des rois déchus, autrefois centre de la vie sociale et politique, sont vidés de leur substance. À leur place, de nouveaux piliers de pouvoir émergent, des instruments de la nouvelle ère. L'école devient l'outil principal pour former une nouvelle élite, acquise aux valeurs et à la langue du colonisateur. On y enseigne une histoire réécrite, une histoire où la France apporte la civilisation à des peuples sauvages. La religion, missionnaires en tête, vient proposer une nouvelle foi, souvent au détriment des croyances ancestrales, créant des divisions au sein même des communautés. Enfin, le commerce, réorganisé autour des compagnies françaises, impose de nouvelles cultures, de nouvelles dépendances économiques. La Côte d'Ivoire est en train d'être entièrement remodelée, de force. Face à cette machine implacable, les réactions sont diverses. La survie dicte souvent la conduite à tenir. Certains chefs, le cœur lourd, choisissent la voie de la collaboration. Pour protéger leur peuple de nouvelles violences, pour préserver ce qui peut encore l'être, ils acceptent la paix française. Ils signent des traités qu'ils savent inégaux, se plient aux exigences des nouveaux administrateurs. Est-ce de la trahison ou un sacrifice nécessaire? L'histoire jugera. Mais ce choix, souvent fait sous la contrainte, est une blessure profonde pour l'orgueil de peuples guerriers. Ils deviennent des chefs de canton, des auxiliaires de l'administration coloniale, perdant leur souveraineté au profit d'un statut subalterne. Mais dans l'ombre, le feu de la résistance ne s'est pas totalement éteint. Il couve. D'autres chefs, d'autres guerriers refusent de se soumettre. Ils entrent en clandestinité, organisent des poches de résistance sporadiques, harcèlent les convois, refusent de payer l'impôt. Ils deviennent des bandits aux yeux de l'administration, mais des héros pour une partie de la population. Ils jurent de ne jamais oublier l'humiliation, de ne jamais pardonner le sang versé. Leur combat est inégal, souvent désespéré, mais il entretient la flamme de la dignité. Il rappelle à tous que la soumission n'est pas une fatalité. C'est dans ce silence lourd, dans cette douleur partagée entre ceux qui collaborent pour survivre et ceux qui résistent pour l'honneur, qu'une nouvelle conscience commence à germer. Une idée simple mais puissante se propage. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes simplement en attente. Cette période de 1898 à 1900 est fondamentale. C'est la naissance d'un ordre nouveau, mais aussi la gestation d'une identité nouvelle. Face à un ennemi commun, les peuples de la future Côte d'Ivoire, malgré leurs différences et leurs anciennes rivalités, commencent à partager une destinée commune. La souffrance et l'oppression deviennent un ciment inattendu. La colonisation, en voulant tout contrôler, tout uniformiser, crée sans le vouloir les conditions d'une future unité. Les Ivoiriens apprennent à se connaître dans les chantiers de travaux forcés, dans les écoles coloniales, dans les rangs de l'armée française. Ils partagent les mêmes humiliations, les mêmes espoirs secrets. Ton motivant et inspirant. Oui, la conquête coloniale fut une épreuve d'une brutalité inouïe. Elle a détruit des royaumes, brisé des vies, tenté d'effacer des cultures millénaires. Mais elle n'a jamais réussi à tuer l'âme, la fierté ivoirienne. Au contraire, de ces cendres, de cette terre imbibée de sang et de larmes, une nation va finir par naître. Une nation plus forte, car forgée dans l'adversité. Les racines de la Côte d'Ivoire, plantées profondément dans l'histoire de la résistance, du courage et de la résilience, ne se laisseront jamais arracher.
L'histoire ne s'arrête pas avec la défaite militaire. Pour le peuple ivoirien, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. L'histoire de la Côte d'Ivoire est riche et complexe, et il est crucial de la connaître pour comprendre le présent. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo, et surtout, de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre grande saga. À très bientôt pour un nouvel épisode.